L'Iran vient de frapper des bases américaines en Jordanie, en Irak, au Koweït et à Bahreïn. Plus de 1400 missiles et drones ont été tirés sur les Émirats arabes unis en quelques jours. Des raffineries brûlent, des radars sont détruits, des aéroports sont fermés. Et pourtant, selon les gardiens de la révolution iranienne, tout ce qu'on a vu jusqu'ici n'est que le début. Parce que l'Iran affirme n'avoir utilisé que ces vieux missiles. Des missiles fabriqués entre 2012 et 2014, autrement dit, des armes qui ont plus de 10 ans. Alors la question qui devrait inquiéter tout le monde est très simple. Si ce qu'on a vu jusqu'ici a été fait avec les missiles de la génération précédente, qu'est-ce que l'Iran garde en réserve? C'est exactement ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Reprenons les faits. Depuis le 28 février 2026, les États-Unis et Israël mènent une offensive coordonnée contre l'Iran, baptisée Opération Epic Fury. Des frappes massives qui ont tué le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, ainsi que plusieurs hauts commandants militaires. L'Iran a immédiatement déclenché sa riposte. Selon les gardiens de la révolution, l'une des cibles principales a été la base aérienne d'Al-Azraq en Jordanie, aussi connue sous le nom de Mouafaq Salti. Téhéran l'a décrit comme le plus grand et le plus actif des hubs offensifs utilisés par les chasseurs américains dans la région. L'Iran affirme l'avoir frappé en plusieurs vagues successives. En parallèle, des missiles iraniens auraient touché des objectifs militaires à Tel Aviv et à Beersheba, dans le sud d'Israël. Les armes utilisées lors de ces frappes seraient les missiles Khorramshahr SH-4, surnommés Kaïba par les Iraniens. Des missiles balistiques à ogives super lourdes conçus pour causer un maximum de destruction. Mais ce n'est pas tout. En Irak, un drone iranien aurait frappé la base aérienne d'Al-Harir, dans la région du Kurdistan, près d'Erbil. Cette base héberge des forces américaines et sert de hub stratégique pour les opérations au Moyen-Orient. La cible, selon une source irakienne rapportée par l'agence Fars News, une installation radar vitale, un élément clé du réseau d'alerte avancé de la base. Des témoins disent que le système radar a pris feu et brûlé pendant plus d'une heure. Si c'est confirmé, cela affaiblit considérablement la capacité de détection des Américains face aux missiles et drones entrants. La source ajoute que le drone utilisé semblait appartenir à une nouvelle génération, ce qui n'a pas encore été vérifié de manière indépendante. Au Qatar, l'Iran aurait ciblé la base aérienne d'Al-Udeid, la plus grande installation militaire américaine dans la région. Au Koweït, une base héliportée américaine a été visée. À Bahreïn, une installation navale américaine a été ciblée. Les Émirats arabes unis, eux, ont subi un assaut qualifié de brutal et injustifié par leur propre ministère des Affaires étrangères. Plus de 1400 missiles et drones tirés vers des infrastructures et des sites civils. Le CGRI a prévenu. Tout pays permettant aux États-Unis ou à Israël de lancer des attaques depuis son territoire continuera de subir des représailles iraniennes. Et c'est ici que l'histoire bascule. Un porte-parole des gardiens de la Révolution a fait une déclaration qui mérite d'être écoutée mot par mot. Il a dit que l'Iran est pleinement préparé pour au moins 6 mois de guerre, au rythme actuel. 6 mois, pas 6 jours, pas 6 semaines, 6 mois. Il a ajouté que les missiles utilisés jusqu'ici dans ce conflit appartiendraient, selon lui, à la première et deuxième génération, fabriqués essentiellement entre 1391 et 1393 du calendrier iranien, soit 2012 à 2014 dans le calendrier occidental. Autrement dit, des armes qui auraient plus de 10 ans. Et il a précisé, et c'est ici que la phrase devient lourde de sens, qu'au cours des 10 dernières années, l'Iran n'aurait utilisé, selon ses mots, absolument aucun des missiles nouvellement produits. Cette affirmation n'a pas été vérifiée de manière indépendante et relève clairement en partie de guerre psychologique. Mais elle mérite d'être prise au sérieux, ne serait-ce que parce qu'elle révèle la stratégie de communication de Téhéran. En termes d'armement, de stratégie et de tactique, a-t-il dit, nous possédons l'initiative. Nous disposons d'un arsenal de missiles lourds, balistiques, de croisières, de différents types de drones et de navires offensifs. Tout cela a été conçu et préparé pour une guerre à grande échelle, un conflit total, un engagement prolongé. Si ces déclarations relèvent en partie de la propagande de guerre, la question demeure. Qu'est-ce que l'Iran a réellement développé au cours de la dernière décennie? Et de quoi est capable cet arsenal de nouvelle génération, tel qu'on le connaît à travers les sources ouvertes?
Commençons par l'arme qui fait le plus parler d'elle en ce moment, le Fatah. Le Fatah, littéralement le conquérant, a été dévoilé pour la première fois en juin 2023. C'est un missile balistique à moyenne portée, à propergol solide, d'une portée de 1400 km. L'Iran le présente comme hypersonique, capable d'atteindre entre Mach 13 et Mach 15 en phase terminale. Pour donner une idée, à Mach 15, on parle de plus de 18 000 km/h. C'est plus rapide qu'une balle de fusil, de très loin. Mais ce qui rend le Fatah un véritablement dangereux, ce n'est pas seulement sa vitesse. C'est sa capacité à manœuvrer pendant la phase de rentrée dans l'atmosphère. Il est équipé d'un véhicule de rentrée manœuvrable, un MARV, qui modifie sa trajectoire en fin de course, ce qui complique considérablement l'interception. Les systèmes de défense comme le Patriot ou le THAAD calculent des trajectoires balistiques prévisibles. Quand un missile change de direction à Mach 13, ces calculs deviennent caducs. Selon des sources iraniennes, le Fatah 1 aurait été utilisé pour la première fois dans ce conflit le 28 février 2026, lors des premières frappes de représailles. Cette affirmation n'a pas été confirmée par le Pentagone. Mais l'arme qui inquiète vraiment les stratèges occidentaux, c'est le Fatah 2. Dévoilé en novembre 2023, il représente un saut technologique. Contrairement au Fatah 1, le Fatah 2 est équipé d'un véritable planeur hypersonique, un HGV, Hypersonic Glide Vehicle. La différence est fondamentale. Là où le Fatah 1 manœuvre en fin de course, le Fatah 2 plane dans l'atmosphère à des vitesses hypersoniques sur de longues distances, changeant de cap de manière imprévisible. Il peut approcher ses cibles depuis des directions inattendues, à des altitudes et des angles que les défenses antimissiles conventionnelles ne sont tout simplement pas conçues pour gérer. Selon des sources iraniennes et des médias spécialisés comme Military Watch Magazine, le premier tir de combat du Fatah 2 aurait eu lieu le 1er mars 2026. Des images diffusées depuis Israël montreraient l'impact sur un centre de commandement fortifié des forces de défense israéliennes, avec un bilan rapporté de 7 officiers supérieurs tués. La trajectoire et la vitesse observées sur ces images ressembleraient à celles de l'Oreshnik russe, un missile qui utilise également des planeurs hypersoniques. Mais ces informations n'ont pas été confirmées indépendamment par des sources occidentales majeures. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le simple fait que ce missile existe et qu'il ait potentiellement été déployé a changé les calculs de défense antimissiles en Israël. Yuval Bazeski, vice-président de Rafael Advanced Defense Systems, le principal développeur israélien de systèmes de défense antimissiles, a reconnu en août 2025 que ces missiles hypersoniques ouvraient une nouvelle ère pour la défense aérienne. Il a utilisé une analogie parlante. Intercepter un missile hypersonique avec un seul intercepteur, c'est comme essayer de défendre LeBron James avec un seul joueur. On peut le poursuivre, mais on ne l'empêchera pas de marquer. Il a proposé un modèle de défense de zone, avec plusieurs intercepteurs couvrant des secteurs. Mais il a admis que la mise en place d'un tel système prendrait des années et coûterait des dizaines de milliards de dollars. En attendant, le Fatah 2 peut pénétrer les défenses israéliennes pratiquement sans opposition. L'Iran n'a pas que des missiles hypersoniques dans sa manche. Le Khaybar Shekan, le briseur de forteresse, est un missile balistique de 3e génération, dévoilé en 2022. À carburant solide, ce qui lui confère un avantage décisif. Il est prêt à tirer en quelques minutes, contrairement aux missiles à carburant liquide qui nécessitent un long processus de préparation. Sa portée, 1450 km. Son ogive pèse environ 500 kg et dispose de capacités de manœuvre en phase terminale grâce à un guidage satellitaire. Mais le détail qui change la donne, c'est sa taille réduite. Le Khaybar Shekan peut être lancé depuis un camion commercial à 10 roues, camouflé en véhicule utilitaire civil. Autrement dit, il est pratiquement impossible à identifier et à neutraliser avant le tir. Dans un conflit où les Américains et les Israéliens cherchent à détruire les lanceurs dès qu'ils sortent des tunnels, cette mobilité furtive est un atout stratégique majeur. Des versions récentes avec ogives multiples ont été déployées dans ce conflit. Plus haut dans la gamme, il y a le Khorramshahr 4, que l'Iran appelle aussi Khaybar. C'est un missile à carburant liquide hypergolique d'une portée de 2000 km avec une ogive lourde. Son propergol lui permet de rester chargé pendant de longues périodes, réduisant le temps de préparation au tir à quelques minutes. Il dispose aussi d'une capacité de navigation en milieu de course,
ce qui lui permet de corriger sa trajectoire en dehors de l'atmosphère. Un choix de conception qui réduit la prévisibilité balistique et complique l'interception. Mais les missiles ne sont qu'une moitié de l'équation. L'autre moitié, ce sont les drones. Le Shahed 136, que les analystes surnomment le missile de croisière du pauvre, est devenu l'arme emblématique de la guerre asymétrique iranienne. Un drone kamikaze de 3,50 m de long, propulsé par un moteur à piston de 50 chevaux, avec un bourdonnement caractéristique que les soldats ukrainiens connaissent bien depuis des années. Il transporte entre 30 et 50 kg d'explosifs, peut voler sur plus de 1200 km et coûte entre 20 000 et 50 000 $. Et c'est ici que l'histoire bascule. Un porte-parole des gardiens de la Révolution a fait une déclaration qui mérite d'être écoutée mot par mot. Il a dit que l'Iran est pleinement préparé pour au moins 6 mois de guerre, au rythme actuel. 6 mois, pas 6 jours, pas 6 semaines, 6 mois. Il a ajouté que les missiles utilisés jusqu'ici dans ce conflit appartiendraient, selon lui, à la première et deuxième génération, fabriqués essentiellement entre 1391 et 1393 du calendrier iranien, soit 2012 à 2014 dans le calendrier occidental. Autrement dit, des armes qui auraient plus de 10 ans. Et il a précisé, et c'est ici que la phrase devient lourde de sens, qu'au cours des 10 dernières années, l'Iran n'aurait utilisé, selon ses mots, absolument aucun des missiles nouvellement produits. Cette affirmation n'a pas été vérifiée de manière indépendante et relève clairement en partie de guerre psychologique. Mais elle mérite d'être prise au sérieux, ne serait-ce que parce qu'elle révèle la stratégie de communication de Téhéran. En termes d'armement, de stratégie et de tactique, a-t-il dit, nous possédons l'initiative. Nous disposons d'un arsenal de missiles lourds, balistiques, de croisières, de différents types de drones et de navires offensifs. Tout cela a été conçu et préparé pour une guerre à grande échelle, un conflit total, un engagement prolongé. Si ces déclarations relèvent en partie de la propagande de guerre, la question demeure. Qu'est-ce que l'Iran a réellement développé au cours de la dernière décennie? Et de quoi est capable cet arsenal de nouvelle génération, tel qu'on le connaît à travers les sources ouvertes? Commençons par l'arme qui fait le plus parler d'elle en ce moment, le Fatah. Le Fatah, littéralement le conquérant, a été dévoilé pour la première fois en juin 2023. C'est un missile balistique à moyenne portée, à propergol solide, d'une portée de 1400 km. L'Iran le présente comme hypersonique, capable d'atteindre entre Mach 13 et Mach 15 en phase terminale. Pour donner une idée, à Mach 15, on parle de plus de 18 000 km/h. C'est plus rapide qu'une balle de fusil, de très loin. Mais ce qui rend le Fatah un véritablement dangereux, ce n'est pas seulement sa vitesse. C'est sa capacité à manœuvrer pendant la phase de rentrée dans l'atmosphère. Il est équipé d'un véhicule de rentrée manœuvrable, un MARV, qui modifie sa trajectoire en fin de course, ce qui complique considérablement l'interception. Les systèmes de défense comme le Patriot ou le THAAD calculent des trajectoires balistiques prévisibles. Quand un missile change de direction à Mach 13, ces calculs deviennent caducs. Selon des sources iraniennes, le Fatah 1 aurait été utilisé pour la première fois dans ce conflit le 28 février 2026, lors des premières frappes de représailles. Cette affirmation n'a pas été confirmée par le Pentagone. En face, un intercepteur Patriot coûte environ 4 millions de $. Un missile THAAD, 13 millions. Ce qui crée un ratio de coût d'environ 1% en faveur de l'Iran. Pour chaque dollar dépensé par Téhéran en drone, les Émirats Arabes Unis dépensent entre 20 et 28 $ pour l'intercepter. Un analyste de The Economist a résumé la situation de manière éloquente. C'est comme utiliser des Ferrari pour intercepter des vélos électriques. Selon Reuters, l'Iran disposerait d'une capacité industrielle pouvant atteindre environ 10 000 drones par mois en temps de guerre. Depuis le début des opérations, plus de 1000 drones auraient été lancés rien que durant la première semaine. Les Émirats à eux seuls ont été attaqués le système par d'interception environ 200 israélien missiles a contré... 8 missiles de croisière et Spécialistes iraniens, hein. Même avec un taux d'interception de 92%, 44 drones ont quand même atteint leur cible. Et le coût total d'interception pour les Émirats dépasse déjà 700 millions de $ en une semaine. À ce rythme,
Les analystes estiment que les stocks d'intercepteurs des pays du Golfe pourraient s'épuiser en quelques jours seulement. L'ancien vice-président du comité des chefs d'état-major interarmées américains a résumé l'enjeu. La vraie question, c'est de savoir qui tombe en panne de munitions en premier. L'Iran avec ses drones ou les défenseurs avec leurs intercepteurs. Et voici l'ironie suprême de cette guerre. Les États-Unis ont eux-mêmes rétro-conçu le Shahed iranien. Après avoir capturé des exemplaires pour les étudier, le Pentagone a développé le LUCAS, Low Cost Unmanned Combat Attack System. Un drone d'attaque à 35 000 $ l'unité, Le véhicule aérien sans pilote a reçu. Le 28 février, le CENTCOM a confirmé que des drones LUCAS avaient été utilisés en combat pour la première fois, contre l'Iran. La technologie iranienne, retournée contre ses créateurs. Pour comprendre la profondeur de l'arsenal iranien, il faut parler de ce que Téhéran appelle les villes de missiles. Depuis les années 1980, l'Iran a construit un réseau colossal d'installations souterraines à travers l'ensemble de ses 31 provinces. Des tunnels creusés dans les montagnes des chaînes du Zagros et de l'Elbourg, à des profondeurs pouvant atteindre 500 mètres. Le commandant de la force aérospatiale du CGRI, le général Amir Ali Hajizadeh, avait déclaré un jour que si l'Iran dévoilait une ville de missiles chaque semaine, il faudrait plus de 2 ans pour toutes les montrer. L'agence de presse ISNA, elle, parle de centaines de bases de missiles souterraines. En mars 2025, les médias iraniens avaient diffusé une vidéo montrant le chef d'état-major des forces armées et le général Hajizadeh inspectant une de ces installations. On y voyait des tunnels immenses, remplis de véhicules transportant des missiles Khaybar-Shekan, Sedjil, Haj Qassem, ainsi que des missiles de croisière pavés. Les missiles y sont stockés verticalement sur des plateformes individuelles de lancement, permettant des tirs en succession rapide sans avoir besoin de grues ou de chargeurs. Mais depuis le début de l'opération Epic Fury, ces villes de missiles sont devenues un sujet de débat stratégique intense. Selon un rapport du Wall Street Journal publié le 5 mars, la stratégie souterraine de l'Iran commence à ressembler à une erreur de calcul. Les avions de combat et les drones armés américains et israéliens survolent désormais en permanence ces bases connues, détruisant les lanceurs dès qu'ils émergent des tunnels pour tirer. Des bombardiers lourds ont frappé les entrées de plusieurs sites, piégeant potentiellement des armes à l'intérieur. L'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, a déclaré mardi qu'il traquait les derniers lanceurs de missiles balistiques iraniens et que la capacité de frappe de l'Iran était en déclin. Selon le CENTCOM, les lancements de missiles iraniens ont chuté de 86% en 4 jours. Mais ce chiffre raconte-t-il toute l'histoire? L'Iran avait anticipé. Avant le début de la guerre, une partie des lanceurs avait été dispersée hors des tunnels. Et les experts notent que les emplacements de toutes les bases ne sont pas nécessairement connus. Le débat reste ouvert. Les villes de missiles sont-elles un bouclier ou un piège? La réponse dépend probablement de la durée du conflit. Résumons ce qu'on sait. L'Iran dit n'avoir utilisé que ses vieux missiles. Les sources ouvertes montrent que ses armes les plus avancées, le Fatah 2 présenté comme hypersonique, le Khaybar-Shekan de 3e génération, commencent à peine à apparaître sur le champ de bataille, si les affirmations iraniennes se confirment. Son arsenal est estimé à environ 2500 missiles balistiques en février 2026, après une reconstitution intensive depuis la guerre de juin 2025. Sa production de drones Shahed impose une asymétrie de coûts qui saigne les défenses adverses. Et ces villes de missiles souterraines, malgré leur vulnérabilité croissante, contiennent probablement encore des milliers d'armes. Est-ce que l'Iran exagère ses capacités? C'est possible. La propagande fait partie de la guerre. Certains analystes occidentaux restent sceptiques sur les performances réelles du Fatah 2, notant qu'aucun test en vol n'avait été publiquement documenté avant son utilisation en combat. Et la précision revendiquée par Téhéran pour certains de ces missiles a été contredite par l'expérience. Lors de la frappe sur la base d'Ain al-Assad en Irak, les marges d'erreur dépassaient plusieurs centaines de mètres. Mais même en prenant ces réserves en compte, le tableau d'ensemble reste préoccupant. L'Iran a démontré qu'il pouvait frapper simultanément des bases américaines dans plusieurs pays de la région. Téhéran affirme que ses planeurs hypersoniques ont atteint des cibles fortifiées en Israël, et des images semblent le corroborer, même si une confirmation indépendante manque encore. Et sa stratégie d'attrition par les drones impose un coût économique insoutenable à long terme. Avant ce conflit,
Seuls 3 pays au monde étaient considérés comme maîtrisant la technologie des missiles hypersoniques opérationnels: la Russie, la Chine et l'Inde. Les États-Unis eux-mêmes n'avaient pas encore réussi à déployer un missile hypersonique opérationnel. L'Iran affirme être devenu le 4e. Et si les images de la frappe attribuées au Fatah 2 sur un centre de commandement israélien sont authentiques, cette affirmation pourrait être bien plus que de la propagande. Le porte-parole du CGRI a conclu avec cette phrase: « Le volume et la profondeur des frappes iraniennes vont s'intensifier dans les heures et les jours à venir. » La question n'est donc plus de savoir si l'Iran a des armes de nouvelle génération. La question est de savoir à quel moment il décidera de toutes les utiliser.